Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Après le journal, nous retrouvons nos invités Louis Kamako, Maulolo Samson Alidja et Credo Tété pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. Le CNSP renforce les conditions d'entrée et de séjour des étrangers. C'est un communiqué signé en date de ce 13 janvier 2025. Ce communiqué du secrétariat général du gouvernement qui explique que désormais, pour des raisons de sécurité, on dit que toutes ces mesures d'ordre administratif et ou judiciaire sont inspirées par la nécessité d'assurer une protection renforcée de notre pays contre les tentatives d'infiltration et de déstabilisation dont il pourrait faire l'objet dans ce contexte d'insécurité. Et les conditions, c'est que tous les étrangers sur le sol nigérien doivent se procurer des papiers de séjour et de visa d'entrée ou des papiers pour entrer sur le sol, et pour y rester, plusieurs documents sont demandés, plusieurs conditions sont abordées dans ce communiqué, même pour des Nigériens qui hébergeraient des étrangers qui ne sont pas à règle. Ils sont priés de les dénoncer ou de se signaler au commissariat de police le plus proche, ou sinon, si les enquêtes se révèlent, ils pourront subir aussi le coût des sanctions. Le Niger se réorganise par rapport aux étrangers qui vivent sur son territoire. Samson. Oui, exactement. Et la raison donnée, c'est qu'il y aurait des bases militaires françaises au Nigeria et au Bénin. Je crois le communiqué que moi j'ai sous mes yeux ne dit pas cela. C'est la raison donnée. On connaît le contexte. Dans un interview récent du 25 décembre notamment, qui a parlé de ces bases militaires, donc qui craint que ces pays-là n'infiltrent le Niger pour le déstabiliser. Nous n'allons pas critiquer cette raison parce que le général Tiani, qui est un homme d'armes assez expérimenté, ne peut pas parler dans le vide, ne peut pas faire ce genre de déclaration si des preuves concrètes ne lui ont pas été données. Mais ce que moi je trouve dans ce communiqué, c'est deux choses. D'abord, il me semble que le communiqué fait un contrepoids communiqué fait par le colonel Maïga du Mali, sur les conditions de séjour des membres de la CEDEAO au sein de l'espace AES. Il avait clairement dit que les personnes qui viennent des pays de la CEDEAO seraient exemptes de visa et pourraient continuer à circuler librement au sein de l'AES. Mais selon les conditions de ces pays, ils ont précisé. Peut-être donc, voilà les conditions maintenant. Voilà les conditions maintenant. C'est plutôt assez étonnant. J'ai remarqué que toutes les communautés sont concernés, les Togolais, les Béninois, presque tous les étrangers. Tous les étrangers, ils n'ont pas fait exception. Sont concernés par cette mesure. Je ne pense pas que ça s'applique aux ressortissants du Mali et du Burkina. Par contre, je ne sais pas si l'AES est au-dessus de ces mesures. Une autre conséquence, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est un point de passage pour beaucoup de migrants. Beaucoup de migrants passent par la route du Niger pour rejoindre les Dorado européens. Et cette mesure va sûrement asphyxier ces routes-là et provoquer la création d'autres routes. Et cela peut avoir des conséquences assez dramatiques parce que souvent les routes qui sont créées de façon parallèle sont souvent plus meurtrières que les routes traditionnelles que les migrants ont l'habitude d'employer. Est-ce que ne faut-il pas plutôt voir le verre dans ces cas à moitié plein, parce que ça permettra de stopper cette route migratoire clandestine. Créer d'autres routes. Nous ne faisons pas la promotion de l'immigration clandestine, loin de là, mais c'est des conséquences à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles. Maintenant, est-ce que ça permettra au Niger de forcément mettre fin à la présence d'étrangers illégaux sur son territoire? On l'espère, même si c'est un pays très vaste, avec les frontières poreuses, avec beaucoup d'entrées. Et cette mesure-là, si elle n'est pas accompagnée de mesures d'augmentation de l'effectif des personnes affectées au contrôle des postes frontières, par exemple, ne va pas empêcher les étrangers en situation illégale tenter au Niger de séjourner au Niger et de fomenter leur mauvais dessein. Pour vous, ça n'empêche pas que les gens continuent quand même d'entrer au Niger et de fomenter leur mauvais dessein. Alors, avant de vous donner la parole, Credo Tété, je me permets de donner lecture des 3 premiers paragraphes que je pense disent l'essentiel sur les conditions à remplir pour désormais rester au Niger. On dit: le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État,
a signé ce jour 13 janvier 2025 une ordonnance relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Donc pour répondre à votre préoccupation, il n'a pas été fait précision s'ils sont des étrangers hors AES, hors CEDEAO. Étrangers, c'est étranger. Du moins, si on veut rester fidèle à l'esprit de ce communiqué. Au terme de cette ordonnance, l'entrée ou le séjour d'un étranger au Niger est conditionné par la détention des titres et documents de voyage ou de séjour. Tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière. Donc c'est les parties là qui m'intéressent. La suite, c'est les sanctions qui sont prévues au cas où les gens ne respecteraient pas ces conditions, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 50 millions de francs. On n'a pas précisé si c'est le CFA ou bien sera le franc du Sahel. On n'a pas encore ces précisions, mais il faut désormais avoir tous les papiers en ordre pour pouvoir espérer vivre au Mali et au Niger en tant qu'étranger, Credo. Oui, non, mais cela ne m'étonne pas. Donc c'est l'organisation interne du Niger. Si le Niger a décidé d'avoir des conditionnalités, des dispositions qu'il faut renseigner avant de séjourner sur son sol, donc ce n'est pas que le Niger est devenu le diable. Donc je crois que d'autres puissances internationales le font pour aller dans d'autres pays de l'Union européenne aujourd'hui avec toute la misère, toutes les souffrances que nous avons et nous sacrifions à leur conditionnalité et même idem pour d'autres pays africains. Mais si vous voulez partir aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest pour aller en Afrique du Nord, donc je crois qu'il y a des conditionnalités qui sont, je parlerai d'une certaine manière de conditions assez drastiques. Donc on ne peut pas jeter de l'anathème sur les nouvelles autorités du Niger pour ces dispositions. Je crois qu'en parlant de documents de voyage, le document de voyage c'est le passeport ou bien la carte d'identité. Le titre de voyage c'est le titre de transport. Donc je crois que le Niger n'a pas essayé de déplacer le diable dans de l'eau bénite pour essayer de réinventer la roue. Donc ce sont des conditionnalités que nous voyons qui sont appliquées. Si je prends l'exemple du Togo aujourd'hui, pour séjourner, si vous êtes étranger, donc vous avez l'obligation d'avoir un titre de séjour, même si vous êtes africain. Donc ce ne sont pas également ou bien uniquement ceux qui sont venus de l'Europe. Donc il faut aller au niveau de la documentation nationale, il faut remplir les conditions. Et déjà, si on veut comparer pour le Togo, aujourd'hui, pour venir même de l'Hexagone, il faut avoir un visa numérique et qui te permet de prendre le vol et de venir remplir les autres conditions, même si la durée de votre séjour vient à expirer, vous voulez proroger, donc il y a d'autres conditionnalités. Donc je crois que le Niger n'a pas réinventé la roue, donc le Niger, et vous voyez dans tout cela, il faut voir qu'est-ce qui a amené les autorités nigériennes à prendre ces mesures, ces dispositions. C'est justement donc, par là que j'ai commencé. Oui, c'est le côté sécuritaire. Donc c'est le côté sécuritaire parce que l'État nigérien a sûrement eu des informations. Vous voyez, je crois que c'est dans un État du Sahel que des éléments de la DGSE française déguisés ont été pris. Donc il s'agit du Burkina. Du Burkina précisément. Donc je crois que si le Niger aussi a des informations sur des velléités de déstabilisation de son système, de son pouvoir, donc il va falloir tout contrôler. Et vous voyez que le Niger est parti jusque loin en disant même que même s'il existerait sur le sol nigérien des étrangers qui sont déjà hébergés par des familles, autant aller faire la déclaration parce qu'on ne sait pas qui régulariser la situation. Régulariser la situation. Si ces personnes vivaient déjà sur le sol nigérien, ça c'est déjà un fait, mais il faut aller régulariser la situation. Maintenant, pour ceux qui ne pourront pas aller de leur propre gré régulariser la situation, donc on pourra mettre un grand point d'interrogation. Est-ce que ces personnes sont entrées au Niger avec de bonnes intentions de dérouler leur tapis d'affaires ou bien ils voudraient servir d'autres causes? Donc sinon, moi, les dispositions prises par le Niger sont des dispositions de sécurité et de sûreté nationale.
Donc, qui veut aller au Niger doit remplir les conditions. Tout simplement. Louis Kamako, qui veut aller au Niger doit remplir les conditions. Tout simplement. Votre micro d'abord. Je crois que c'est ça. Et je pense que ces mesures, pour moi, sont des mesures d'expiation. Ça oblige en fait l'État nigérien à se conformer à ce qui se fait en termes de conditions d'entrée de séjour dans son pays. Credo citait tout à l'heure l'exemple de quelques pays, en l'occurrence le Togo et les États et l'Afrique du Nord. C'est vrai que nous sommes dans le même espace, mais nous sommes dans le même continent, mais quand vous voulez peut-être aller dans un pays comme l'Algérie, le Maroc, c'est vrai que ces derniers temps, il y a un visa de réciprocité, une exemption de visa entre Togolais et Marocains. Le Togo et le Mali. Donc, ça au moins, le Maroc. Au Togo, le Maroc. Bon, pour aller au Mali, le Togolais n'a pas besoin de visa quand même. Donc, je crois que au moins, ça simplifie la tâche. Mais quand vous avez un pays comme le Niger qui est confronté à une insécurité grandissante, je crois qu'il est de bon ton en fait, pour l'État nigérien de savoir en fait qui fait quoi, quand et où et comment dans son pays. Parce qu'il s'agit justement, c'est du rôle régalien de l'État en fait d'assurer la sécurité de tous ceux qui sont sur son territoire. Et vous ne pouvez pas assurer la sécurité des gens que vous ne connaissez pas. Je crois que c'est une mesure, à mon avis, préventive qui justement entre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante, contre les attaques terroristes. Mais au même moment, vous avez un État du Niger qui est souvent, qui ces derniers temps est sur le qui-vive parce que techniquement, il n'est pas sorti en fait des griefs en fait d'un certain nombre de pays. J'ai souvent cité ici l'envie que la CEDEAO avait en temps de vouloir justement intervenir militairement dans ce pays-là pour réstabiliser un président déchu comme Mohamed Bazoum, qui, jusqu'à à mon avis, je crois qu'il n'a toujours pas présenté sa démission. Donc, je crois que tout cela reste d'actualité. Et donc, c'est des mesures en réalité qui vont renforcer l'appareil sécuritaire nigérien pour pouvoir contrer des velléités du genre. Donc on a vu que un plan de déstabilisation a été distillé sur les réseaux sociaux. Donc c'est des choses en réalité qui aujourd'hui font que le général Tiani et son gouvernement sont sur le qui-vive. Donc c'est des gens qui ne veulent pas être surpris et donc ils essaient en fait de devancer les événements en corsant justement les conditions d'entrée, en corsant les mesures justement en question. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand vous voyez, ce n'est que une certaine façon en fait de faire pour se conformer à ce qui se fait déjà dans d'autres pays respectifs. Je crois que les conditionnalités, ça peut être allégé d'un État à un autre. Et quand vous parlez par exemple des pays comme le Mali et le Burkina Faso, aujourd'hui, les trois pays partagent presque le même espace, ils partagent la même histoire et je ne pense pas que les mêmes conditions vont être appliquées en fait à un Malien qui veut venir au Niger et également à un Burkinabé qui veut venir au Niger. Donc je crois que c'est, comme je l'ai dit, c'est une mesure d'expiation mais également une mesure préventive en fait pour faire face aux attaques terroristes qui pèsent sur le pays depuis des années. Alors, quelles conséquences peut-être pour la mobilité dans la sous-région, pour les ressortissants des autres pays? Est-ce que cela ne pourrait pas aussi pousser des gens à se décourager? Les conséquences, je le disais tout à l'heure, en fait, c'est quoi? Quand vous vivez, il faut lier entre les lignes, en fait. Les mesures, en réalité, la première cible, c'est peut-être des États étrangers, comme c'est-à-dire que les Occidentaux. Les Occidentaux. Il faut qu'on essaie de sortir en fait il faut qu'on cesse de faire de la fine bouche en fait. Donc, je pense que la mesure vise essentiellement les Occidentaux. Des Occidentaux, c'est pour et ça rien n'a été précisé. On a parlé des étrangers, Louis. C'est pour ça. Je dis que la mesure sera peut-être allégée. Face à un Malien qui veut aller au Niger, je ne pense pas que... Est-ce qu'une loi est faite pour être taillée sur mesure? Non, mais dans l'applicabilité, il y a souvent ce qu'on appelle des circonstances atténuantes.
Est-ce qu'être d'une nationalité devient dans ces cas une circonstance atténuante, lui, comme un on peut pas poser les mêmes conditions. C'est-à-dire que quand vous voyez, pourquoi je dis que la loi vise essentiellement les Occidentaux, quand vous voyez la manière dont eux, ils viennent chez nous, c'est-à-dire que pour demander de visa, ils n'ont pas de problème souvent. C'est-à-dire qu'ils viennent, c'est comme s'ils viennent sur un territoire conquis. Le papier, ils l'obtiennent facilement. Ce n'est pas le cas chez nous, en fait. Pour aller peut-être dans... Je rappelle que la raison évoquée par le CNSP dans ce communiqué, ce n'est pas une question de certains ont visa, d'autres ne donnent pas. Mais ils parlent de situations sécuritaires. C'est une décision aussi diplomatique, politique. Ils ne vont pas voir les choses comme ça de façon triviale. Mais il doit y avoir une lecture, en fait, derrière de ce que nous faisons. Et vous pensez que ça est dirigé contre les Occidentaux? Bon, je ne le dis pas tout droit, mais je pense que la première cible, ou bien ceux qui sont principalement visés, ce sont les Occidentaux qui pensent que eux, ils ont le droit de venir en Afrique quand il veut et d'en sortir quand il veut. Je rappelle que les autres communautés africaines vivant au Mali, au Niger plutôt, prennent déjà leurs dispositions pour ne pas être sous le coup de ces sanctions. En l'occurrence, les Togolais vivant au Niger, avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui a pris déjà la disposition. C'est là où il faut tirer fière chandelle à la politique, à la diplomatie togolaise, sous l'impulsion du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, parce que il y a toujours des actions qui sont faites en direction de nos communautés de la diaspora, et comme ces communautés togolaises à l'étranger sont aussi bien organisées, donc les dispositions seront prises, et j'espère la même chose pour les autres communautés africaines. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.